Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte l'actualité en 26 minutes. Ce soir, nous allons évoquer la sortie ou la fin de l'accord pour la paix et ensuite nous allons parler de la grosse actualité qui, depuis dimanche, fait parler beaucoup, c'est le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, retrait qui a été annoncé le dimanche dernier. Avec moi sur ce plateau pour évoquer ces deux grands thèmes, Massiré Diop du quotidien L'Indépendant. Bonsoir M. Diop. Bonsoir M. Aidara. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là. Et M. Laïa Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir M. Diarra. Bonsoir M. Aidara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Je vous avoue, mesdames et messieurs, très chers invités, qu'au tout début, lorsque je préparais cette émission, j'avais pensé pour une première fois aller sur un seul thème, puisque on estimait que c'était un thème très important, la fin de l'accord pour la paix, à dire plus de 10 ans après sa signature, non, moins de 10 ans, pardon, puisque c'était en 2015 la signature, presque 10 ans. Et il y a eu le dimanche, vers 13h, et cette annonce très importante qui a été faite, une annonce commune à part du Mali, du Burkina Faso et du Niger, du retrait de la CEDEAO. C'est par ce thème que nous allons démarrer cette émission. Tout d'abord, avec vous, Massiré Diop, comment vous avez pris cette nouvelle, cette annonce du retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO? Je crois que c'est comme bon nombre quand même d'observateurs. Il y a eu un peu de surprise, même si parfois on se disait qu'on était quand même au bord de la rupture totale, mais on ne s'attendait pas à une telle décision. Le pas a été franchi, j'avoue qu'il y a eu beaucoup de surprises en tout cas. Bon, maintenant, c'est surtout ça l'effet, quoi. Ensuite, il y a eu beaucoup de questionnements, comme beaucoup, quoi. Voilà. Beaucoup de surprises, beaucoup de questions. Est-ce que c'était pareil à votre niveau aussi, M. Diarra? J'avoue que la décision m'a surpris. Ça m'a surpris, je ne m'y attendais pas. Parce que c'est vrai, à un moment donné, des Maliens, surtout les soutiens de la transition, ont demandé le retrait de cette organisation. Maintenant, ce n'est pas le Mali seul. On est engagé dans une alliance et ce sont 3 États qui se retirent au même moment. Bon, je me dis, est-ce qu'on a réfléchi aux conséquences de cette décision? En tout cas, j'avoue que c'est une surprise. En tout cas, moi, je suis surpris. Parce que vous vous rappelez, au moment où, à l'avènement de cette transition, les gens manifestaient à Bamako pour demander le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO. Parce que tout simplement, l'organisation avait imposé des sanctions contre le Mali. Cette situation, certains Maliens ne l'avaient pas compris. Et ça les a poussés quand même à demander tout simplement qu'on se retire, sans réfléchir aux conséquences que peuvent en découler, quoi. Alors, très bien, vous l'avez dit, la surprise est partagée, elle est partagée par beaucoup de Maliens aussi, d'autant que la tendance semblait être à l'apaisement entre la CEDEAO et les autres pays qui sont en transition. On l'a vu lors du dernier sommet, ça avait voulu relancer les discussions, donc ça rajoute encore un peu plus à cette incompréhension que les gens ont vis-à-vis de cette décision. Évidemment, parce que, comme vous l'avez si bien dit, au lendemain du dernier sommet, ou bien au cours du dernier sommet, c'était plutôt l'apaisement. On n'avait pas vu d'attitude belliqueuse ou d'attitude d'imposer de nouvelles sanctions ou quoi que ce soit. On avait vu surtout une volonté de dialoguer, une volonté d'aider vraiment à sortir de cette impasse, de sortir de cette situation. Et là, la décision qui vient de tomber, j'avoue que ça a été un peu accueilli comme une douche froide. Mais bon, ensuite, il faut aussi se dire que nous ne sommes pas, dans la sphère où certaines décisions se préparent ou se prennent. Peut-être que c'est à ce niveau qu'il faudrait savoir ce qui n'a pas marché. En tout cas, depuis quelque temps, nous, on pensait surtout à l'apaisement, on pensait surtout à une aide, un soutien pour essayer un peu de sortir de cette impasse, de ramener, d'aller vers un retour à l'ordre constitutionnel et tout cela. Mais là, je vois que avec cette décision qui vient de tomber, est-ce que ce n'est pas un nouveau chapitre qui vient de s'ouvrir?
Parce que la décision, c'est vrai, elle vient de tomber, mais on a dit avec effet immédiat, mais les textes prévoient quand même 1 an pour que ce retrait puisse être entériné. Est-ce que d'ici là, les lignes pourront bouger? En tout cas, je vois même que après la décision, le communiqué de la CEDEAO n'est pas allé dans le sens où il faut durcir le ton, où il faut... Non, c'était plutôt chercher une solution négociée, discuter avec les autorités, et ainsi de suite. Donc, je vois quelque part qu'il y a encore une opportunité. Espérons que les choses pourront rentrer dans l'ordre. Très bien. Il a évoqué à juste titre, nous ne sommes pas à certaines sphères décisionnelles, mais pour une décision aussi importante, est-ce qu'il n'aurait pas été logique de demander l'avis des populations? Bon, tout à fait, tout à fait. En la matière, on sait ce que les textes prévoient. Nous avons un organe législatif au Mali, qui est le CNT. Et je crois que au-delà de ça aussi, il y a une autre procédure. Dont les membres ne sont pas élus par la population. Oui, mais quand même, c'est l'organe législatif. C'est-à-dire, si on soumettait quand même l'idée, en tout cas au CNT, on va dire quand même que la procédure a été respectée. Et pourquoi même pas un référendum? Puisque ça peut faire l'objet de référendum, demander les Maliens. Comme ça avait été fait pour le Brexit en Europe. Voilà. Je crois que ça n'a pas été le cas. Et même la CEDEAO, c'est une surprise par la procédure. Parce que dans le communiqué, ça ressort, c'est à travers la télévision nationale que la décision a été entendue de l'autre côté. Et dans le communiqué, ils disent même que ça ne leur a pas été notifié. Mais tu as vu que les 24 heures qui ont suivi, ils ont réagi. Les 3 États ont réagi pour dire que bon, l'annonce, vos notifications. 2. Ça veut dire que... C'est 2. Je crois que maintenant, c'est les 3. Hein. Non, 2. Le Burkina et le Mali, disons, le Niger et le Mali. Non, le Burkina et le Mali, mais je crois que récemment, sauf si c'est un fake news, sinon hier soir, je voyais un communiqué des 3 pays. Niger, Mali et Burkina. Donc, je dis, ça veut dire que tous les 3 affirment que la lecture, l'annonce vaut notification. Maintenant, je le disais au début de mon intervention, est-ce qu'on a réfléchi aux conséquences? D'accord. Parce que la logique voudrait quand même que de telles décisions, quand ils se prennent, qu'on demande l'avis des populations, qu'on demande l'avis du peuple. Ça n'a pas été le cas. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui les a poussés quand même à adopter une telle posture, mais je ne suis pas surpris parce que la création même de l'alliance, moi je crois que était un signe que les 3 pays sont ensemble pour faire face à toutes les éventualités. Et vous vous rappelez quand la CEDEAO avait fait la menace d'intervenir au Niger militairement pour réinstaller Bazoum, vous avez vu la réaction des 3 pays. Donc, je veux dire tout simplement que c'est une décision, il a dit, c'est tombé comme une douche froide, mais en réalité, c'est surtout la méthode qui a surpris les gens. La façon. Personne ne s'attendait, parce que nous, c'est à la télémétrie vers midi, 13h, midi, comme ça qu'on dit que bon, on va faire une déclaration à la télé. 13h. 13h. À la journal télévisé de 13h. Mais à midi déjà, il y avait des rumeurs. Maintenant, personne ne savait qu'il s'agissait de cette décision. Mais quand on a eu le ministre en tenue militaire déjà, puisque le ministre du Taka, on le voit en tenue militaire, on sait que les bonnes nouvelles ne sont pas bonnes. Quoi. Bon, cette fois-ci, on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. En tout cas, les gens... En tout cas, une nouvelle qui aura des conséquences. Se mitiger sur la question. Quoi. Tout à fait, il y a beaucoup de conséquences. On évoque déjà le fait que cela va entraver la libre circulation des personnes et des biens. Au niveau aussi des projets sur le plan régional, le fait que ces 3 pays-là n'auront plus accès à ces différents projets-là. Donc, il y aura un impact aussi sur les populations. Donc, est-ce que les 3 pays peuvent faire face à toutes ces conséquences-là, finalement? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bon, vous savez, comme je vous ai dit, c'est-à-dire nous ne sommes pas véritablement dans certaines sphères où les grandes décisions qui impliquent la vie de la nation se prennent. Cependant, nous, on ne peut faire qu'observer. On remarque aussi politiquement,
il y a eu des erreurs de la part de la CEDEAO qui ont amené aussi vers ça. Parce que moi, je dis que tout cela, c'est aussi une conséquence, quoi. Si ces États disent qu'ils se sont retirés, c'est aussi des conséquences par rapport à des erreurs qui ont été commises par la CEDEAO. Et ce qui est encore bizarre, c'est le fait qu'elle continue, malgré la gravité du moment, de se taire. C'est-à-dire on ne l'entend pas véritablement parler, s'exprimer, dire les projets sur lesquels le Mali était engagé, dire quelles sont les conséquences réelles. Parce que jusqu'à présent, ce qui est sûr, tout ce que l'on peut dire, ça reste encore des spéculations. Hein? Je sais que d'ici là, ça sera difficile quand même de dire à un Malien en Côte d'Ivoire, non, désormais tu dois payer ton séjour ou quoi que ce soit, entraver la libre circulation. Ce n'est pas aussi automatique qu'on le pense. Il y a des textes qui sont là. Bon, moi je pense maintenant que certainement qu'il y aura des conséquences, parce que vous savez aussi, la CEDEAO, ce n'est pas une organisation qui est née hier. Et, le Mali a été membre fondateur quand même de la CEDEAO. Il y a eu donc beaucoup d'implications avec la CEDEAO. Maintenant, la décision a été prise. Bon, la logique voudrait quand même que, d'une part et d'autre, même si la CEDEAO ne le fait pas, mais en tout cas, les autorités aussi des 3 pays peuvent le faire un bilan, hein, un bilan de leur engagement, de leur présence au sein de cette organisation. Finalement, pour essayer de voir d'autres. Parce que tout le temps, lorsqu'on ferme un chapitre, il faut toujours en ouvrir un autre. On ne ferme pas un chapitre pour après se dire que bon, voilà, c'est fermé et puis c'est fini. Surtout que c'est la vie d'une nation, ce n'est pas la vie d'une personne, on ne ferme pas, parce qu'il faut toujours penser à la génération qui va venir après. Parce que l'histoire est là, et l'histoire, on ne peut pas la modifier, elle nous jugera tous. Donc c'est pour cela qu'il faudrait essayer de voir un peu dans le futur comment cette décision pourra peser avant de la prendre. Parce qu'on sait que nul n'est éternel sur cette terre. Nul n'est éternel. Avant, il y a eu Modibo, il y a eu Moussa, que Dieu ait pitié de leurs âmes. Il y a eu ATT, que Dieu ait pitié de son âme. Il y a eu Alpha. On lui souhaite longue vie et un prompt rétablissement. Aya Sanogo était là, Djonkunda était là, et ainsi de suite. Ibeka était là, que Dieu ait pitié de son âme. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la vie de la nation, ça ne s'arrête pas à une personne, ça ne s'arrête pas à un régime, ça ne s'arrête pas à un gouvernement. C'est pour cela que chaque décision qui doit être prise, il faut toujours regarder le futur. Vous avez vu, la Mauritanie, à un moment donné, je pense que c'était en 2000. En 2000, tout à fait. Qu'elle a quitté la CEDEAO, et aujourd'hui, elle cherche à revenir. Donc, vous voyez quelque part ce que ça fait. Et pourtant, je pense que là-bas aussi, sûrement, le débat était houleux concernant ce retrait et tout cela. Et à un moment, il y avait le Maroc aussi. Voilà, il y a eu le Maroc. Quelque part, on a entendu aussi qu'il y avait même la Tunisie qui tapait également à la porte. Donc, ça veut dire quelque part que ça fonctionnait. Voilà. Tout ce qu'on peut exactement. Peut-être il y a des choses à faire, certainement, il faut se le dire. Hein. Que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'ONU, que ce soit toutes ces grandes organisations, c'est-à-dire ne se sont pas assez adaptées à l'ère du temps. Et c'est là où vraiment on peut leur reprocher quelque chose. Mais je pense que l'organisation, c'était quand même une organisation commune. Si on lui reprochait quelque chose, c'est-à-dire qu'on se le reprochait également nous-mêmes. Donc voilà un peu, moi, c'est que tout à fait. Dernière question sur ce thème avant de passer rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est vrai, on en reviendra certainement. Est-ce qu'on peut ne pas penser que cette décision soit liée aussi au fait qu'en 2024, il y a des transitions qui devaient prendre fin, notamment le Mali, le Burkina Faso, et qu'avec cette décision, il n'y a plus ce dictat-là. Justement, parce qu'aujourd'hui, c'est que... On se dit, c'est parce que tout simplement,
les transitions doivent expirer, en tout cas chez nous, en février. On est déjà à un pas du mois de février, c'est demain. Et est-ce que ce n'est pas une façon de contrer cette organisation sous-régionale? Bon, chacun a sa façon de comprendre, quoi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a dit que la CEDEAO a commis des erreurs, certes, oui. Mais il faut reconnaître aussi la décision, elle est lourde de conséquences. Quand bien même les autorités, vous l'avez vu, il y a eu un conseil de ministres extraordinaire avant-hier, les ministres Diop et le ministre Sanou, le ministre des Finances, sont sortis pour parler, dire que essayer de minimiser même l'impact de cette décision. Ils voient tout en termes d'avantages que ça peut offrir. Alors que la mesure, c'est vrai, il y a des avantages, mais c'est surtout les conséquences qu'on redoute. Surtout les conséquences. Les gens disent aussi que, par exemple, quand tu vois le retrait de la CEDEAO c'est 14 États. Mais nous sommes membres, les 3 sont, c'est 15 maintenant, mais les 3 États sont membres de l'UEMOA. Donc, on voit en termes d'opportunités ce que l'UEMOA aussi peut offrir. Parce que quand tu vois les textes de l'UEMOA, je peux dire que ce que l'on perd au niveau de la CEDEAO, c'est minime, quoi. C'est minime, c'est-à-dire les conséquences ne sont pas... Au niveau de l'UEMOA, ça peut atténuer les effets. Au niveau des textes de l'UEMOA, ça peut atténuer les effets. Mais j'avoue que... au niveau des commerçants aussi, ça peut être extrêmement très dur. Mais pas que le commerçant, surtout là, c'est dans le G5. La CEDEAO, tout le monde donc sait forcément, s'il y a des conséquences sur les commerçants, il y aura des conséquences sur la population. Sur le tarif extérieur commun, la libre circulation des personnes et des biens, quand on voit au niveau des projets communautaires, tout ça là, on voit l'impact là. Ça va être récent. Maintenant, il faut que les autorités essaient de négocier au niveau bilatéral. C'est une possibilité. Parce qu'au-delà de ça, au niveau bilatéral, on peut négocier avec les États. Chaque État peut le faire, quoi. Très bien. On a quelques minutes, on va évoquer le deuxième thème rapidement. C'est une autre grande décision qui a été prise, qui était peut-être un petit peu plus attendue, en tout cas qui a été moins surprenante pour les gens. C'est la fin de l'accord pour la paix qui a été annoncé par les autorités de la transition il y a là, pratiquement une semaine maintenant. Massiré Diop, je le disais, c'est une décision qui était presque attendue puisque l'accord, beaucoup le disaient déjà, c'était caduc, il y avait la reprise des hostilités, il n'y avait plus de discussion entre les différentes parties. Donc, est-ce que cette décision, cette fois-ci, est-ce que vous avez été surpris ou non? Non, sincèrement parlant, parce que déjà l'accord, il n'y avait plus rien qui bougeait au niveau de l'accord. Certainement, bon, politiquement, on disait oui, on restait attaché et tout ça, mais en fait, ce n'est pas une sorte de relation d'amour, quoi. C'était pour éteindre un problème. Voilà que le problème a ressurgi. Maintenant, on voit d'autres solutions pour essayer de le régler. Donc, l'accord n'avait vraiment plus sa place. On essayait de maintenir tout simplement, en tout cas, sauver l'essentiel. Mais moi, je me disais que depuis un certain temps déjà, l'accord en lui-même avait signé son arrêt de mort. Comme vous l'avez si bien dit, les hostilités ont repris. Comme vous l'avez si bien dit également, la caducité, ça c'est sûr, parce que est-ce qu'on l'applique? On ne l'applique pas, l'accord. On ne l'applique pas. Depuis combien de temps on n'a pas touché à une seule de ces dispositions qui étaient déjà, quand bien même il y avait des promesses ou des engagements de part et d'autre qui ont été affirmés ça et là, mais en fait, il n'y avait rien. Alors justement, ça m'amène à vous poser cette question, puisque vous avez suivi, en tant que journaliste, les différentes tractations autour, avant cette signature de l'accord pour la paix, notamment à Alger. Est-ce que vous, personnellement, vous pensiez, au moment de la signature, que cet accord était véritablement applicable? Sincèrement, oui. Sincèrement, oui. Mais, vous savez, l'accord... D'accord, c'est une œuvre humaine. Dans l'application également, c'était une autre négociation. Il n'y a aucune des dispositions de l'accord qui a été appliquée sans une négociation. Et puis, dites-vous bien aussi autre chose. Quelles sont les parties qui ont dénoncé l'accord? Il n'y en a pas eu pratiquement. Il n'y en a jamais eu. On disait oui, révision, c'était un mécanisme qui était prévu dans l'accord. L'accord même prévoyait sa révision. Mais quelle est la partie que vous avez vue qui a dénoncé cet accord? C'est vrai qu'au départ, vous avez vu comment les rebelles ont signé. Pratiquement, c'est en dernier lieu.
Donc ça veut dire quelque part, il y a eu des négociations pour qu'ils viennent signer. Et le gouvernement aussi, on se souvient, avait fait également un mémorandum pour amender quelques dispositions. Donc quelque part, c'était, un compromis. C'était un compromis, un consensus. Chaque parti a laissé quelque chose. Chaque parti a fait des concessions. Et comme je vous l'ai dit, aucune des parties, jusqu'à preuve du contraire, n'a dénoncé cet accord, si ce n'est récemment. Et récemment, c'est justifié par le fait que, franchement, il n'y a plus rien dans l'accord qui bouge. Est-ce que, M. Diarra, vous êtes d'avis de ceux qui disent que cette décision des autorités met fin à cette grande illusion qui était l'accord pour la paix? Bon, en réalité, c'est vrai, parce que l'accord, il faut le reconnaître, il a dit que l'accord était pratiquement grippé. Ça ne bougeait pas. Vous avez vu, même le comité de suivi, le CSA ne siégeait pratiquement pas. Donc, rien ne marchait. Et bon, moi, je me rappelle aussi que quand on était engagé dans le processus de la révision de la Constitution, vous avez vu, la CMA avait rejeté l'idée. Donc, une constitution, c'est le texte fondamental de l'État. Mais est-ce que la CMA se retrouve dans cet État? C'est vraiment une question, quoi. Donc, et puis les agissements, et quand il s'est agi du départ de l'aménagement, vous avez vu, les hostilités ont repris depuis Ber, et bon, ça a continué à se poursuivre jusqu'à Akidal. Et Akidal, vous avez vu comment les choses se sont passées. En réalité, c'est pour ça que, même dans le communiqué du gouvernement, tu vois que on parle d'acteurs signataires, mais qui étaient quand même liés à des terroristes. Donc, les terroristes, vraiment, c'est des gens avec lesquels on ne veut pas être. Donc, c'est pour ça que même quand il y a eu l'appel, disons, l'annonce du dialogue intermalien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place quand même pour tous ceux qui étaient, même de la CMA, qui ont été identifiés comme des terroristes. Donc, on ne veut pas d'eux, que ce ne sont pas des républicains, ce ne sont pas des Maliens, parce qu'ils se sont mis dans une logique de défier la République. Mais est-ce qu'on peut faire sans eux? Attends, il faut aussi clarifier une chose. Les différentes sessions de dialogue que nous avons eues par le passé ont recommandé de discuter avec les terroristes. Tout à fait. Je pense que vous vous souvenez de cela. Donc, ce n'est pas question que terroriste, ça peut fermer le dossier. C'est une demande exprimée, mais même au sein des assises, il y a eu cette demande qui avait été faite. Le dialogue intermalien, on n'a pas encore tous les contours, on ne sait pas encore si on va avoir des discussions. Mais c'est clair, mais dans la déclaration, je crois que dans le message du président de la transition, c'est clair, quoi. On va dialoguer, mais tous ceux qui sont identifiés comme terroristes, ils ne sont pas les bienvenus, quoi. C'est clair. Bon, en tout cas, ça reste à définir. On peut pas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, il avait plutôt évoqué la laïcité, la forme républicaine de l'État. Voilà, il y a des lignes rouges qui ont été tracées, mais les acteurs... Il y a des terroristes qui sont identifiés et qui sont... Les poursuites sont engagées contre eux. Je voulais savoir, est-ce que, même si c'est vrai que sur le terrain, pour le moment, ils ne sont pas encore présents, est-ce qu'on peut faire sans la CMA un véritable dialogue vers la paix leur position, ceux qui sont engagés dans le cadre stratégique, là, le CSP, disent qu'ils ne sont pas pour et ils ne sont pas prêts à participer à ce dialogue-là. Donc, est-ce qu'on peut faire sans eux? Bon, je pense que... Parce que je pense que tout dépend aussi de la réalité du terrain. Vous savez, c'est un peu difficile. Parce que jusqu'à présent, il faut d'abord connaître... l'inclusivité. Il faut d'abord connaître... Non, les mouvements de tout ça, c'est fini maintenant. Ils sont tous alignés carrément sur les positions actuelles des autorités. Donc, franchement, il n'y a plus de belligérance en réalité. Les seuls belligérants, c'était les autres. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est à l'État de définir ce dialogue. Il faut qu'on sache qui sont les acteurs, il faut qu'on sache quels sont les véritables résultats. Parce que vous avez vu, quelque part, on en profite même pour mettre du fourre-tout dedans. Il faut qu'on détermine les élections, il faut qu'on détermine les candidats, il faut qu'on détermine... non, attention. Mais ça, c'est pour régler c'est pour régler quel problème en réalité? Parce que le conflit intercommunautaire dont on parle là, mais il y a certains qui ne se reconnaissent
reconnaissent pas dedans au Mali, hein. Certains qui continuent à croire que véritablement les communautés ne sont pas opposées entre elles au Mali. Peut-être qu'il y a un groupe dans chaque communauté qui essaye de faire un peu, qui agissent comme des hors-la-loi, mais en réalité, les communautés ne sont pas en conflit comme on a pu assister dans d'autres régions du monde. Maintenant, comme je vous l'ai dit encore, il faut qu'on ait tous les contours de ce grand dialogue avant de pouvoir maintenant s'exprimer pour dire voilà ce qu'il fallait, voilà ce qu'il fallait. Ce qui est sûr, je crois que l'accord quand même, il est dans la poubelle. Mais je crois que la logique... Là, c'est officiel. Les autorités l'ont officialisé. L'accord est dans la poubelle. Maintenant, on va sur une nouvelle base. Maintenant, les acteurs qui sont prêts à prendre part à ce dialogue-là, moi, je crois qu'ils vont venir. Vous avez vu les différents communiqués que les gens ont fait circuler. Vous avez vu aussi le communiqué du CSPD. Le CSPD, lui, il est dans une posture qu'on ne peut pas comprendre. Ça veut dire qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, pour lui, c'est l'accord ou rien. Alors que l'accord, moi, je ne crois pas que l'on puisse revenir là-dessus. Alors, c'est fini. 30 secondes pour finir, puisque au moment où les autorités ont mis fin à l'accord, ça a été une nouvelle occasion, en tout cas ça a abouti à cela, d'une nouvelle flambée entre le Mali et l'Algérie, puisqu'on a vu avant le communiqué qui dénonçait l'accord, il y a eu un communiqué d'abord qui dénonçait les agissements de l'Algérie, l'Algérie qui n'a pas tardé à répondre dans la foulée. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est reparti pour une nouvelle brouille diplomatique entre les deux pays? Non, je ne pense pas, très sincèrement, parce que dès l'instant où on n'avait pas quand même, dénoncé cet accord, l'Algérie donc était dans toujours sa posture de médiateur et que avec ce statut, elle pouvait encore consulter les groupes armés et consorts. Mais dès l'instant où on a dénoncé cet accord et on a mis fin à cet accord, franchement, je vois que, en tout cas, sur ce dossier, il n'y a plus aucun agissement du tout de l'Algérie qui peut être accepté. Alors, 10 secondes pour finir. Oui, c'est clair, puisque l'Algérie, quand même, est le parrain de l'accord. Quand le Mali rejette cet accord, moi, je crois qu'il n'y a plus rien, quoi. Vous avez vu que dans les différentes plaintes, le ministre de la Réconciliation avait envoyé des lettres à l'Algérie pour se plaindre, en tout cas, de son comportement. Après ça, il y a la rencontre de l'Ouganda, la rencontre des pays non alignés. Vous avez vu aussi les plaintes du Mali contre l'Algérie qui ferait des agissements. Il n'y a pas eu de plainte contre l'Algérie. Non, c'est une plainte, puisque le communiqué... Le Mali a protesté. Non, mais pas contre l'Algérie. Parce qu'ils ont demandé, il n'y a aucun État qui a pris cette responsabilité. Mais on accuse l'Algérie quand même. Qui? Mais c'est le Mali qui accuse l'Algérie. Non. En tout cas, dans le communiqué, oui, j'ai dit que ça c'est récent. Mais lorsqu'il y a eu la sortie au lendemain de la rencontre, il n'y a pas eu d'accusation formelle sur l'Algérie. Non, sur le comment on appelle là, le communiqué final. Moi, je crois que les griefs... Le communiqué final, il n'y a pas eu l'Algérie. On dit clairement que l'Algérie a manœuvré. Non. C'est sûr. On aura va voir les textes. On aura l'occasion de développer tout ça. Il y a beaucoup à dire, aussi bien sur la CEDEAO que sur l'accord pour la paix, la fin de l'accord pour la paix. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Massiré Diop, une nouvelle fois, du quotidien de l'Indépendant, d'être venu sur notre plateau. Merci à Laya Diarra du Soir de Bamako également d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À mercredi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous.